sais que je vais... Alors, bonjour tout le monde. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Patricia Mélan, qui après quelques hésitations a finalement accepté mon invitation. Et puis qui va nous présenter tout à l'heure 3 livres. Mais avant que je vous montre les livres qu'elle nous a apportés, je veux personnellement vous conseiller, mais alors très vivement, 2 livres. Le premier, c'est de Shoshana Zuboff. C'est une professeure de Harvard, L'âge du capitalisme de surveillance, un livre absolument indispensable. Je crois que tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, aux grandes plateformes, etc., doivent absolument prendre connaissance de ce livre. Et le deuxième, qui est un peu dans le même acabit, qui a été rédigé 3-4 ans plus tard par 2 professeurs d'université du Canada, Le Capital algorithmique, un livre absolument fantastique que je conseille à tout un chacun. Patricia Mélan nous a apporté 4 livres. J'espère vous réserver le dernier pour la fin de cet entretien. Mais les 3 premiers, alors c'est des livres très spéciaux, très particuliers, singuliers. Le premier, en fait, c'est un livre qu'elle n'a pas. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a et qui pourrait le lui offrir, c'est avec un grand remerciement par avance. C'est ce livre, donc. C'est l'exposé des motifs de l'avant-projet du Code pénal, de la partie générale. Alors, je ne sais pas si tu veux rapidement faire un pitch là-dessus, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler en cours d'entretien. Pourquoi ce livre, très rapidement peut-être, pourquoi tu présentes ce document? Ce livre peut mettre à l'honneur la Suisse en tant que pays sur le plan juridique qui a été copié par le monde entier. Ce livre, c'est l'avant-projet de code pénal de Karl Stoß, qui est un juriste bernois, qui a rédigé un avant-projet de loi pour un code pénal unifié. Et ce code est révolutionnaire, pionnier. Donc c'est le livre que j'ai le plus lu, vu que je l'ai un petit peu travaillé, mais je ne le possède pas. Donc si quelqu'un veut me l'offrir ou si quelqu'un pense à le rééditer, je suis preneuse. Alors il y a un deuxième livre qui parle aussi de juge, qui dans un tout autre registre, c'est un grand écrivain français, André Gide, La séquestrée de Poitiers. Alors tu nous pitches un tout petit peu ce livre et pourquoi il t'a passionné? André Gide a été juré populaire et il l'a été dans le cadre de cette séquestrée de Poitiers, qui est une personne, pour faire court, de 25 à 50 ans, a été séquestrée dans une chambre épouvantable de laquelle elle ne sortait pas, qui n'était jamais ouverte, elle n'a jamais été lavée. Cette femme a donc été séquestrée par sa mère et son frère pendant 25 ans. Et un homme courageux qui n'était pas de la maison a découvert ça, il a envoyé une lettre à un magistrat. Le magistrat est arrivé, il a découvert cette femme, il y a eu enquête, il y a eu procès. Alors la mère est morte, elle n'a pas pu être jugée, mais le frère a été jugé. Et il a été acquitté. Il a été acquitté parce que cette sœur a été déclarée folle, alors, ce qui est absolument faux, mais quand bien même ça aurait été vrai, les fous, les malades, on les protège encore plus, ça ne devrait pas être un facteur d'acquittement. Et André Gide a été un tout petit peu courageux, pas tout à fait parce qu'il a changé les noms, il n'a pas vraiment osé dénoncer les notables, et il a été courageux par la suite. Puis alors le dernier, c'est Pente instable dans le pénible valaisan. En fait, c'est une méthodologie d'auscultation des falaises et de détection des éboulements majeurs potentiels. Alors pourquoi ce document qui m'est totalement étranger t'a passionné? Alors, il m'est aussi étranger. J'ai compris certaines choses, il y en a beaucoup que j'ai rien compris, parce que tout le monde se souvient de Randa. Un jour, la moitié d'une montagne est tombée à Randa. Et Jean-Daniel Rouillet, Jdreux pour les intimes, était géologue cantonal à ce moment-là. Donc, c'était le début de tous ces gros ennuis d'éboulement en Valais, et Jean-Daniel Rouillet et ses équipes de géologues a bénéficié, ça s'appelle le PNR 31, c'est un projet de recherche, et ce qu'il faut retenir du titre, c'est méthodologie d'auscultation des falaises, c'est-à-dire qu'il a développé un système scientifique qu'on peut reproduire pour observer les falaises, 1, pour repérer les endroits où il y a des ennuis, et 2, pour voir quand ça va se péter le nez.
Et comment ça se fait que ça t'est tombé dans les mains? Parce que c'est pas un livre qu'on achète comme ça librement, on te l'a offert. Non, parce que j'ai été journaliste de terrain pendant 20 ans. Et à Rwanda, quand c'est tombé, on était 3. 2 policiers et moi. Et on avait tous les 3 la bouche grande ouverte face à ce qu'on voyait. Et puis la presse est arrivée après, le phénomène a été décrit après. Mais là, j'ai su qu'on tenait un gros truc et grâce à Jean-Daniel Rouillet, j'ai su que ça allait continuer et on est en plein dedans. Et messieurs, mesdames, on ne va pas vers le beau. Alors ma question, c'est est-ce qu'on s'intéresse à ce genre d'étude qui a été faite? C'est le début d'une étude. Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'on en fait quelque chose pour aller plus loin, pour prévenir les risques, prévenir les dangers? Donc c'est en ce sens-là. Donc rassurez-vous, ce livre, tout le monde peut comprendre des tas de choses, mais il faut être géologue pour comprendre la totalité. Mais j'aime le regard visionnaire de Jean-Daniel Rouillet qui s'est dit, avec Rwanda, c'est le début, excusez-moi, c'est le début des gros emmerdements. Et en Valais, en fait, si on schématise, tout le Valais est une zone rouge. Alors, il y a une question qui m'intéresse lorsque je reçois mes invités. Je me demande, Patricia Mélan, quand elle se voit enfant ou adolescente et qu'elle voit le parcours qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a une sorte d'élément clé ou des petits moments qu'elle retient qui se dit, ben, c'est finalement une certaine logique de vie, de destin, d'assomption de ce qu'est sa vie, qui fait que je suis là et je me remémore en ce moment ce que j'ai pété à 7 ans, à 10 ans, à 12 ans. Est-ce qui fait que tu as eu le parcours dont on va parler tout à l'heure? Il n'y a rien de logique. Rien de logique. Il n'y a rien de logique. Il n'y a rien qui va droit. Ça slalome même pas, c'est que des angles droits. J'ai jamais su où je voulais aller. On veut toujours mettre du sens dans l'après-coup sur ce qui nous arrive, etc. En se disant, ah mais quand même, il y a eu ça, j'aurais pu... Toi, pas du tout. C'est à l'équerre. J'ai toujours été maître de mon caractère et j'ai toujours refusé des choses que je ne voulais pas accepter. Alors ça, c'est la constante et c'est ce qui fait que tout d'un coup, je quitte le journalisme parce que je ne suis plus en accord avec ça. Alors, avant de parler de ça... Donc, mais il y a des zigzags tout le temps. Avant de parler de ça, alors j'ai envie de dire, ok, maintenant tu es dans tout le domaine du droit pénal. Comment se fait-il que finalement le choix, quand tu étais jeune finalement, à la fin des études, c'est plutôt le journalisme que l'aspect par exemple juridique ou géographique, environnemental, etc. Enfin, plutôt dans les sciences sociales, je pense. Mais pourquoi le journalisme et finalement pas le droit? Alors, rien n'est logique, mais alors tout s'explique. À l'école, j'étais mauvaise. Alors moi, je pense que j'étais pas bête, mais je m'embêtais. Et j'ai eu des profs, j'en ai eu une. Vraiment, c'était pas une bonne personne. Et donc, j'avais pas des bonnes notes. Bref, j'ai failli rater toutes mes études. J'ai passé à la raclette de la raclette. Et puis, quand j'ai commencé des études supérieures, le temps des vacances d'été, je suis devenue un génie en littérature et en français. C'est-à-dire que quand j'écrivais, la prof que j'avais au collège trouvait ça extraordinaire. Et j'ai passé de 0 à héros. Et je me suis dit, mais tiens, je sais écrire. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être journaliste. C'est parce que grâce à cette madame qui s'appelait Françoise Conneau, grâce à Françoise Conneau, je valais un petit peu quelque chose, je savais écrire. Et c'est de la chance parce que finalement, c'est pas tellement écrire que j'aime, c'est enquêter. Et en tant que c'est la rédaction qui m'a amenée au métier de journaliste et c'est là que j'ai découvert. Parce qu'enquêter, tu aurais pu faire de l'histoire par exemple, où c'est aussi l'enquête, l'archéologie c'est l'enquête, la géographie d'un certain côté aussi c'est des enquêtes de terrain. Pourquoi alors finalement le journalisme à ce moment-là? Parce que je suis allée dans la presse écrite pour écrire. Et c'est en croyant que j'allais aimer écrire que j'ai découvert que, en fait, j'aurais dû être policier. D'accord. Et puis alors, peut-être passer les médias. Tu as commencé dans la presse écrite, peut-être, c'est quoi, la Suisse au départ? Ah, le journal La Suisse, le très grand journal de la Suisse, qui a disparu dans les années, je sais pas, fin des années 80, je pense. 1995, 4-5, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience de la Suisse d'abord? Je retiens Eric Lehmann,
Parce que Eric Lehmann, c'était le rédacteur en chef de ce journal à cette époque-là, et il a donné sa chance à énormément de jeunes à cette époque. Alors il m'a donné ma chance à moi, au niveau journalistique, Massimo Lorenzi, Ariane Dayer, Elisabeth Eckert, Adélita Genoux, Hubert Guécoutet. Il était derrière les jeunes et il nous a obligés à prendre des risques. Et quand on arrivait avec une idée, il disait, ben, faut y aller, il faut faire. Et donc, Eric Lehmann m'a donné le goût du risque. Eric Lehmann m'a fait venir en Valais. C'était quoi la question? Non, c'était ça, ton expérience dans la Suisse. Oui. Parce qu'à un moment donné, après, tu prends la décision d'aller du côté de la presse radio, hein, enfin de la radio. Alors, de nouveau, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est l'éditeur Jean-Claude Nicole qui a un projet de centre d'impression très grand. Et puis, les politiques qui lynchent. Alors ça, je maîtrise moins bien. Mais les politiques qui ne sauvent pas la Suisse. Et le titre La Suisse, je sens qu'il va s'écrouler, qu'il va s'effondrer et qu'il est temps pour moi de partir. Et donc j'étais correspondante en Valais et je savais qu'à la radio il cherchait quelqu'un. Alors je me suis approchée de la radio et puis... Donc ça fait un certain nombre d'années à la presse écrite. Combien d'années à la radio? À la radio, j'ai commencé le 1er janvier 1993. J'ai fait du terrain jusqu'en 2006 et en 2006 j'ai continué la radio, mais je n'ai fait que du studio parce que je faisais de la radio la nuit et le week-end pour financer mes études de droit le jour. Alors j'ai continué à faire de la radio de 2006 à 2011 et à la fin 2011 j'ai quitté la radio parce qu'au 1er janvier 2012 je commençais à l'université de Fribourg. Et qu'est-ce que tu retiens de l'expérience, de la distinction dans le métier de journaliste entre la presse écrite quotidienne, comme la Suisse, et la radio au niveau de ton sentiment, ton ressenti, et si vous voulez, les méthodes que tu utilisais pour exercer ces deux métiers qui sont similaires mais différents? Alors, la radio de cette époque, parce que la radio d'aujourd'hui, c'est de la télévision. Hein. On a malheureusement mis des écrans de télévision dans les studios, donc je ne parle pas de cette radio-là. Je parle de la vraie radio. La radio des voix, la radio des émotions. La radio où c'est pas le journaliste qui donne l'information. Le journaliste pose la question. Et c'est le spécialiste qui répond. C'est l'automobiliste qui a eu un accident. C'est le géologue qui connaît l'éboulement. C'est le policier qui... Le journaliste, il s'écrase et il pose des questions, il écoute. Et il fait des jolis montages, enfin des jolis, quelque chose de propre. Et en ce sens, la radio, c'est extraordinaire. C'est parce que d'abord on est personne, le journaliste n'est pas connu normalement en radio, donc il reste modeste. On n'a pas à trop se fatiguer à comprendre un sujet. Quand on ne comprend pas, on pose la question. Et celui qui a la connaissance, il répond. Donc normalement, le produit, il est bon. Et c'est un produit, c'est quelque chose de vivant et on peut en faire partout. La radio, moi j'ai fait de la radio partout avec des cabines téléphoniques. Là, on téléphone. Non, mais j'ai vécu des choses incroyables dans les cabines téléphoniques. Et c'était vraiment un média, c'est un média que j'aimais beaucoup. Alors, je vais essayer de distinguer les deux médias parce que c'est des domaines qui m'intéressent. Nous, on a un peu un parcours à l'opposé, on va dire. Qu'est-ce qui fait finalement... Qu'est-ce qui a produit, selon toi, ce changement mais draconien dans la presse écrite, je parle que de la presse écrite, entre la période qui était la tienne à la Suisse et puis aujourd'hui où on se dirait des journalistes qui écrivent, font des reportages, ça devient de plus en plus rare et la méthode de journaliste écrit finalement aussi à cause de tous les réseaux sociaux, etc., ça s'est délité. Comment tu vis ça, parce que ça a été une grande partie de ta vie, etc., et que tu essayes d'avoir un regard comme ça derrière. Alors, ce qui gangrène à peu près tout, et pas seulement le journalisme, c'est l'effet d'immédiateté. On ne réfléchit pas à ce qu'on dit, il faut juste être le premier à le dire. Puis après, on corrige. On fait un peu plus juste ou un peu moins faux. Mais ça, c'est pas propre aux médias, c'est propre à tout. À mon époque, j'ai aussi un petit peu travaillé pour le journal de Genève avec Roger Dodier-Spach.
Si on écrivait faux l'orthographe du nom de famille de quelqu'un, Roger nous faisait comprendre très gentiment qu'il n'était pas content. Parce que si ça, c'est pas crédible, qu'est-ce qui va l'être? Si on ne s'est pas donné la peine de vérifier ça, qu'est-ce qui peut être crédible dans notre article? Et si on commettait une deuxième erreur de ce genre, eh ben, il nous disait au revoir. Donc ce principe d'immédiateté qui va provoquer plus d'erreurs, est-ce que c'est aussi une source de la déliquescence, on va dire, de ce métier, hormis la propagation des réseaux sociaux et tout ça? Parce que je dis souvent, je trouve en aimant beaucoup les journalistes, qu'ils ont, comme tout le métier, hein, c'est pas ça, mais ils ont cette responsabilité peut-être un peu plus accrue que d'autres de cette disparition de ce média ce médiateur qui était le journaliste entre, par exemple, l'expert et le public. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité là? On vérifiait, quand il n'y avait pas ce facteur d'immédiateté, le facteur c'était la crédibilité, vérification de l'information par 3 sources différentes. Et il fallait que ce soit concordant. Voilà comment on travaillait. Et on prenait le temps d'avoir ces 3 sources et nos chefs attendaient qu'on vérifie cette information. Et qu'est-ce qui a provoqué la disparition de cette exigence éthique finalement dans le métier de parce qu'il faut aller vite, l'immédiateté. Il ne faut pas dire quelque chose de correct, il faut être le premier à le dire. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est que l'auditeur ou le lecteur, il avale sans se poser de questions. S'il réalise, enfin, il y a des gens qui s'insurgent, il y a des gens qui choisissent ce qu'ils lisent, ou alors, justement, qui ne lisent plus et qui ne s'informent plus parce que de toute façon, ils n'ont pas confiance. Alors, il y a quand même des personnes qui réagissent, mais il y en a d'autres qui croient tout ce qu'on leur dit. Par exemple, cette décision rendue par le juge X est politique. Et puis après tout, il y a une partie de la population qui dit « cette décision est politique ». Non, intéressez-vous, écoutez, lisez, vous verrez qu'il y a un problème juridique. Puisque tu parles de ça, hier soir, je me suis dit à un moment donné, je vais parler de ça avec Patricia Mélan, alors je pense que c'est le moment. Quel est ton regard sur ce qui s'est passé là, d'un point de vue procédural, pénal, etc., entre cette juge et ces juges qui ont sanctionné Marine Le Pen et les réactions médiatiques derrière, les réactions des partis? Je ne sais pas si tu as suivi ça, et avec ton regard, on va dire, un peu à la fois de journaliste et de spécialiste du droit pénal aujourd'hui, comment tu as vécu ça? Si le dossier pénal, c'est détournement de fonds publics pour des millions, décision de condamnation. Et alors, je ne sais pas si la peine nous on a... Enfin, bref, je ne me prononce pas sur la peine, mais il y a une condamnation pénale. Il y a une condamnation pénale, c'est absolument normal. Quand on commet des infractions, eh ben, on prend le risque d'être puni. Et puis la dame, ce n'est pas juste tout à fait une oie blanche. Elle a une certaine pratique du droit, de la politique, des juges. Et puis ensuite... Quand quelqu'un arrive derrière en disant elle est très habile, mais elle biaise complètement la réalité. Cette décision, elle est juridique, elle n'est pas politique. Quelqu'un qui arrive en face de moi et qui me dit un truc pareil, ben je glousse, je ris et je surenchéris pas en disant mais bien sûr, et la marmotte, elle emballe le Alors peut-être au niveau théorique, on pourrait expliquer un peu techniquement, mais en étant le plus près possible, qu'est-ce que c'est cet effet suspensif qui n'est pas tout à fait suspensif, avec une condition de caractère exécutoire immédiat, alors que sur le fond, elle est toujours présumée innocente. Comment tu abordes cette question, parce que tu es quand même une spécialiste des sanctions pénales, etc. Oui, mais ça, nous, en Suisse, on n'a pas. Hein, ça, c'est un système de sanctions que je ne connais pas. Donc, je ne peux pas me prononcer, je ne vais pas tomber dans ce travers. Alors moi, je répondrai à ceci, je dis, mais dans l'autorité de protection en Suisse, quand on interdit par exemple à un père de voir son enfant, l'autorité de première instance, très souvent elle prend un effet suspensif, retrait de l'effet suspensif, et quand il y a l'appel qui est normalement dévolutif et complet, avec une autorité qui doit statuer complètement, pendant ces 2 ans, ce brave papa, il ne peut pas voir ses enfants. Donc je dis, même en Suisse, on a ce système en quelque sorte où
un appel n'a pas un effet suspensif automatique sur des questions très importantes. Parce que si des parents ne peuvent pas avoir un enfant pendant peut-être 2 ans de procédure, c'est peut-être pas sympa non plus. Hein. Tu vois ce que oui, mais moi, j'aime pas les grandes généralités. Oui, il y a quelque chose qui joue pas. Mais oui, mais le droit, c'est fait de généralité. Oui, mais c'est appliqué à des cas précis. Donc, ouais, généralement, moi, je me prononce sur un cas précis. Et puis, il ne faut pas, si on commence, toi et moi, à entamer une discussion purement juridique, là, dans un moment, il n'y a plus personne à faire ça. Et le but, c'est pas de les perdre. Déjà qu'on ne sait pas si on les a tous perdus. Voilà. Ok, non, alors on revient. Non, je voulais faire 5 minutes, on les a fait là sur le sujet. Je reviens donc, je passe maintenant au niveau de la presse, on va dire, radiophonique. Hein. Donc, il n'y a pas de travail d'écriture, enfin, il y a un travail d'écriture différent, puisque, en tout cas, un travail d'écriture différent, oui. Comment, est-ce que tu as passé facilement de cette zone où l'écrit était plus important à la zone orale, etc., avec le micro, la voix et tout ce que tu as essayé de nous faire part tout à l'heure? Magnifiquement. Magnifiquement, parce que le langage radio, c'est un langage extraordinaire. Sujet, verbe, complément, et pas de subjectivité. Par exemple, un accident n'est pas dramatique. Il n'y a pas eu un grave accident de train. Le convoi XY est entré en collision frontale avec un autre convoi à 6h15 en gare de Sion. On fait même des phrases beaucoup plus courtes. Ce que je veux dire, c'est que le langage radio, il est factuel et il est très bref. Une idée, une phrase, une idée, une phrase, une idée, une phrase. Et ça me va très bien. Et quand on rédige de cette manière-là, on rédige des messages très clairs, très compréhensibles. Et on est lu, on est écouté. Le langage radio, c'est un langage que tout le monde devrait utiliser pour écrire, pour autant que cette personne ait envie d'être lue. Alors, pour la poésie, je ne suis pas sûre que ça fonctionne bien, mais pour faire passer un message, c'est un magnifique mode d'écriture. Et il y a cette opposition, cette divergence dans le champ journalistique, je pense aussi juridique, entre ce que pourrait être un fait et une opinion. Et il y a ceux qui disent que finalement tout est opinion, même le choix d'une information, parce qu'on peut traiter un sujet factuellement correct ou pas le traiter, et que là il y a déjà des choix qui dépassent simplement le caractère factuel que tu défends. C'est ce que j'ai compris en tout cas de ça. Alors comment tu vois cette subjectivité qui doit atteindre à l'objectivité et qui fait que dans notamment vos chartes déontologiques, vous devriez être très fort, très ferme et très rigoureux, robuste, comme on dit, dans la fixation et l'appréciation des faits. Alors que d'un autre côté, on va se dire, oui, mais si les faits sont apportés de telle ou telle manière, ils le sont par des caractères subjectifs, toi comme journaliste, tel autre journaliste. Plus on a de connaissances, moins on est manipulable. Ou alors on décide soi-même d'être malhonnête, mais bon. Dans le terrain en Valais, je suis restée très longtemps. Ce qui fait que j'ai vu beaucoup de conseillers nationaux, des conseillers d'État, des députés. J'ai vu beaucoup d'affaires. Avec la connaissance, j'avais un regard sur les choses. Donc ça, c'est un premier facteur. Les gens qui changent tout le temps ont pas ce recul et sont beaucoup plus crédules. Cela dit, on ne maîtrise pas tout. Mais si on est un peu curieux, bon, moi mon truc c'était les catastrophes naturelles. Hein. Alors dans les catastrophes naturelles, on ne me la faisait pas. Hein. J'ai un côté MacGyver. Ma toute grande qualité, c'est je me débrouille pour arriver à l'endroit où impossible à atteindre. Moi j'y arrivais. Donc il n'y avait pas de grandes choses à cacher. Maintenant, quand on était dans des affaires plus politiques. Un jour, je me suis dit, mais comment ça se fait que les conférences de presse, elles sont à 10h15 et on les commence jamais avant 10h30? Et comment ça se fait que les personnes qui nous parlent, il n'y a pas juste 2 conseillers d'État, mais ils sont au moins 12. Ils nous les présentent tous. Et il n'y en a qu'un qui parle, c'est Willy Schneider. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Puis j'ai commencé à réfléchir, ce n'est qu'une hypothèse. C'est une perte de temps.
C'est une illusion qu'on donne de l'information, mais c'est une perte de temps. Pour arriver où? Pour arriver à 11h30. Et à 11h30, il y a les journalistes radio qui commencent à s'exciter. Il faut qu'on passe aux interviews à moins quart pour être en direct à midi. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus le temps de lire le gros dossier de presse qu'on nous a donné et on lit le joli résumé que l'État nous a préparé à l'avance. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que cette perte de temps, c'est pour me limiter à la lecture d'un article qui a été écrit par l'État? Voilà le genre moi, de choses. J'ai envie de répondre à ça qu'il y aurait la responsabilité de ne pas traiter immédiatement le sujet pour ne pas rentrer dans un effet manipulatoire finalement. Et tu fais quoi des 15 chefs que tu as à Lausanne qui eux, ils te veulent à midi, ils ont cette responsabilité de comprendre la situation non, aussi. Non. Il y a des journalistes, derrière un journaliste, on peut avoir des liens, parce que je fais des généralités, mais il y a quand même des journalistes pointus, qui croient, qui cherchent, qui creusent, ils existent encore. Et même si on tisse un lien de confiance avec cette personne, il faut toujours garder à l'esprit que lui-même n'est pas libre, parce que derrière lui, il y a plein de chefs. Et c'est eux qui sont dangereux. Mais alors, avec ce regard sur ce phénomène des réseaux sociaux, etc., ce métier de journaliste qui est quand même très important et qu'on doit défendre même aujourd'hui vigoureusement, enfin en tous les cas, moi je trouve ça, quel conseil, quel chemin il faut prendre, même si le chemin il est difficile à trouver, pour essayer d'encadrer finalement des hommes et des situations éthiques qui puissent correspondre à quelque chose pour qu'on ne soit pas tous, on va dire, manipulés, vraiment, parce que les deux livres que j'ai présentés tout à l'heure, vraiment, je vous les conseille, sur le capitalisme de surveillance, sur comment ces plateformes se sont imposées à nous, etc., et dans lesquelles on est entré, disent certains, dans l'ère complète de la post-vérité. Comment individuellement et collectivement, dans nos petits groupes, nos petites communes, etc., essayer de s'en sortir de manière correcte? Stéphane, j'aimerais te rendre attentif au fait que des deux, celui qui a la réponse et celui qui est courageux, c'est toi. Parce que moi, le navire, je l'ai quitté. Non, mais je parle de citoyenne, je parle de la citoyenne, moi. Je parle de la citoyenne qui a passé ce parcours, etc. Je veux dire, les gens, ils se rendent bien compte qu'on n'a pas la vérité infuse, mais ça serait quoi le chemin pour essayer de ne pas trop se gourer, finalement? Je vais répondre. Je vais biaiser un peu. Oui. À l'université de Fribourg, il y avait Marco Borghi, un Tessinois, qui avait les lunettes de soleil, même le soir. Et Marco Borghi, le professeur de droit constitutionnel, il nous a dit un jour, méfiez-vous de ce que vous croyez. C'est le meilleur conseil sur un plan intellectuel que j'ai entendu de toute ma vie. Et je mets en doute, je ne suis pas complotiste, mais je mets en doute et je me dis mais pourquoi ce serait vrai? Et des fois encore, je me fais avoir. Il y a des choses auxquelles je crois sans condition. Et tout d'un coup, je me dis, mais pourquoi je crois ça? Simplement, je m'en rends compte parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui n'y croit pas. Voilà. Alors, il faut se méfier de ce qu'on croit et il faut chercher à comprendre. Voilà. Ouais. Et puis alors, il y a eu il faut entre autres lire l'index, même si des fois c'est compliqué. Vous l'appelez, vous lui demandez qu'il explique. Alors, il y a eu ce grand moment dans ta vie quand même, vu de l'extérieur, et puis je pense, vu de toi-même. Oui, ce grand moment où il y a eu ce changement quand même, de quitter la presse écrite et de se lancer dans le droit, dans une carrière. D'abord de se lancer dans un doctorat. Parce que finalement, c'est quand même une étape que beaucoup d'étudiants ne franchissent pas, même avoir un bachelor, master, etc. C'est quoi la petite aiguille qui a fait que tout d'un coup, tu as été piqué de curiosité et que tu t'es lancé dans ce qui fut ta thèse de doctorat à travers ce livre que l'on recherche avidement d'ailleurs? Comment alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident de car à Orsières. Voilà, alors explique.
Il y a eu un accident de car Orsières, c'était un dimanche, je ne travaillais pas, la radio m'a téléphoné. Est-ce que tu peux? Oui, je peux. Même si je suis en congé, bien sûr, un accident de car, il fait 13 ou 14 morts quand même. Hein. Alors, toutes les demi-heures, j'étais à l'antenne et je faisais les inforoutes, c'est quand même pas un petit axe. Je rétablissais le bilan des morts et des blessés. C'est macabre, mais je peux le faire. J'ai été à la conférence de presse et toute la journée, j'ai baigné là-dedans. Le soir, à 8 h, j'arrive à la rédaction, j'ai terminé, le téléphone sonne, Lausanne m'appelle. Ça faisait un moment que je réfléchissais, je me disais, la dérive journalistique ne me convient plus. Lausanne m'appelle et on me dit, Patricia, qu'est-ce que tu penserais d'aller à la morgue? Et là-dessus, j'essaie de mettre le journaliste face à la brutalité de sa question. Et j'ai dit, tu veux laquelle? Puis il me dit, ah parce qu'il y en a plusieurs. J'ai dit, oui, on a tellement de morts qui sont répartis entre Sierre, Sion et Martigny. Tu veux laquelle? Il me dit, 20 à Sion, c'est la plus grande. Mais qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande d'aller à la morgue, de faire le tri des personnes que je croise en disant, vous avez un rapport avec l'accident de car ou pas? Pas? Ok. Désolée de vous avoir dérangé, j'ose pas vous souhaiter une bonne soirée. Ou alors je tombe sur quelqu'un en lien avec cet accident, puis j'ai dit quoi? Vous êtes le papa, la maman, le frère, la sœur, c'est la faute à qui? Et j'ai dit, ça, je ne peux pas faire. Je me suis arrêtée au réservoir, qui est un café, près de Plata. J'ai bu 2 cafés. Et après 2 cafés, j'appelle Lausanne et je dis, il n'y a personne qui veut me parler. Et on me dit, c'est pas grave, au moins tu as essayé. Et là, je me suis dit, ok, j'ai atteint la fin. Je ne peux plus faire ce métier. C'est pas possible. Là, physiquement, je peux plus. J'ai atteint mes limites. Qu'est-ce que je fais? Et ben, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais faire du droit. Et c'est comme ça que j'ai fait du droit parce que j'aurais voulu être policier. Mais je suis allergique aux uniformes et aux ordres. Mais alors, ok. Voilà, préciser encore ma question, parce que finalement, faire une thèse, c'est encore plusieurs années, je ne sais pas, 5 ou 6 ans, je ne sais pas combien. Ouais. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans ce sujet-là? Puis déjà, le choix de faire une thèse, parce que c'est quand même un acte subjectif très important. Les gens, ils ne se rendent pas compte du travail qu'il y a. Tu ne vas pas aimer la réponse. Hein. Je ne sais pas, peut-être. Tu ne vas pas aimer la réponse. Quand on fait que le diplôme de juriste, après, surtout à l'âge que j'avais, je me suis dit, mais je ne vais jamais trouver quelque chose d'intéressant. Et il faut... Écoute pas. Il faut soit être avocat, soit faire un doctorat. Et j'ai dit non, j'ai quitté le journalisme. C'est surtout pas pour faire pire et devenir avocate. Donc, cela dit, maintenant que je connais certains avocats, j'ai de nouveau beaucoup de respect pour certains journalistes. Hein. Non, mais il y a des gens très bien partout. Hein. Mais en fait, c'était pas possible pour moi d'être avocat. Donc, il fallait que je fasse un doctorat. Et là, j'ai toujours, mais on le voit avec la séquestrée. Parce que les professeurs de droit pénal que tu as eu, c'était qui? The professeur, Nicolas Queloz. Qui est le professeur qui m'a donné ma chance en droit pénal. J'ai tout fait le cursus pénal à l'université de Fribourg. Le professeur Queloz, évidemment, il me voyait tout le temps à ses cours. C'était aussi difficile de ne pas me voir. J'avais 20 ans de plus que tous les autres. Et c'est le professeur Queloz qui est venu me chercher et qui m'a proposé de travailler avec lui et de faire un doctorat. Et le choix de la thèse, le choix de la direction C'est avec le professeur qu'on en a parlé. En fait, ça a eu un lien avec le départ à la retraite de Steinauer. Immense professeur. Immense professeur. Ouais. On est d'accord. À l'université de Fribourg. Et il partait, et quand un professeur part, on fait des contributions, diverses contributions qu'on met dans un livre. Et comme les contributions sont de tous horizons, on appelle ça des mélanges. Et pour ces mélanges, on a comparé 2 capacités, la capacité de discernement, qui est une capacité de droit civil, version Steinauer du terme, et le professeur Queloz m'a dit, et la capacité pénale. Et je lui dis, wow, c'est quoi? Et il me dit, Patricia, cherchez. Et c'est parti comme ça, chercher. Et à partir de là, j'ai cherché pendant des années, et de cet article
J'en ai fait Alors, après une thèse. je suis un de ceux, on va dire, qui a lu ta thèse, elle doit être dans ma bibliothèque. Oui, vous êtes deux. Je sais pas. Vous êtes deux vous n'avez pas été obligé à la lire. Non, pas du tout. L'autre, qui est l'autre? André Franze. Ah d'accord, ok. Ben voilà. Mais disons, moi je pense qu'il y a des avocats qui l'ont parcouru, il y a des juges d'instruction, des procureurs, je pense qu'ils l'ont parcouru, mais finalement, il faut quand même expliquer, il y a une sorte de nécessité d'obtention de l'information massive. On ne se rend pas compte les recherches, etc., que tu as dû faire. Enfin, on se rend compte quand on lit, quand on voit les sources et tout ça. Mais je ne sais pas si tu as une ou deux anecdotes pour dire, mais non, d'une pépite, tout d'un coup, passant ces recherches-là, à un moment donné, on trouve une pépite, ou etc. Et puis tu as essayé, en quelque sorte, de nous faire ressentir dans ta thèse, même si c'est quelque chose de très ardu, etc. Je ne sais pas, il y a un moment qui t'a marqué? En fait, la capacité pénale, je savais ce que c'était parce que le professeur me l'avait dit. La capacité pénale, c'est la capacité à devenir meilleur, à devenir honnête en subissant la peine. Donc, je savais quels étaient les articles du Code pénal qu'il fallait analyser. Et pendant 3 ans, j'ai analysé toutes ces infractions et j'ai donné ce que j'avais écrit au professeur. Il a écrit « Patricia, c'est très bien, mais maintenant il faut vous occuper de votre sujet de thèse qui s'appelle « La capacité pénale selon Stoss ». J'avais aucune idée de où se trouvait cette formule magique. Et je l'ai cherché. Tout ce que Stoss avait écrit, je l'ai lu très peu en français, traduction en français, je l'ai lu en allemand. Et un jour, j'ai vu un mot, Straffähigkeit. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Straff, la peine, Fähigkeit, capacité. Et elle était utilisée parce que pour parler de responsabilité pénale, il y a des tas de mots, mais ce mot-là, je ne l'avais jamais vu. Et là, j'ai commencé à me dire, je sens que c'est bon. Et j'ai lu ce qu'il a écrit en fait, quand le professeur Stoss a dû quitter la Suisse et qu'il est devenu professeur ordinaire de droit pénal autrichien à Vienne. Il a fait sa première leçon, sa leçon inaugurale. Et cette leçon inaugurale, c'est la capacité pénale. C'est là qu'il explique tout le fonctionnement de cette capacité pénale. Et j'ai dit, bingo, c'est bon, j'ai ma thèse. Mais avant de trouver ça, eh bien, si je n'avais pas trouvé ça, j'aurais jamais eu de thèse. Alors je ne peux pas éviter de parler de quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est un livre que j'ai lu récemment, dont j'ai donné le conseil, qui est de Geoffroy de Lagasnerie. C'est par-delà la répression pénale, c'est pour, en quelque sorte, la disparition du droit pénal. Il va vraiment à fond dans cette direction. Alors je prends par exemple un petit exemple pour voir comment il raisonne. Il dit, par exemple, pour les abus sexuels, les abus de violence, etc. Et il dit ceci, il dit que le sujet qui décide à un moment donné, et on sait, nous avocats, quelle difficulté il y a à passer la rampe et à dire à un policier qu'on a été victime ou bien pas, et tout. Il dit, on est dépossédé en tant que victime de ce à quoi par ce à quoi on doit passer en travers en quelque sorte, et on devient un objet procédural. Tandis que si on traitait ces situations à travers le droit civil, le sujet, il reste sujet et il peut beaucoup plus maîtriser ce qui va se passer. Par exemple, après une thérapie, il pourrait décider que, eh bien, il pardonne en retirant, ou on passe des accords, etc. Et il pense vraiment fondamentalement que cette répression pénale, c'est pas un outil pour soigner la blessure, c'est ça son truc, pour soigner la blessure, qu'en quelque sorte on ne soigne jamais la blessure par des sanctions pénales. Toi qui a été vraiment à fond dans une lecture de partie du code pénal, comment tu réagis à cette façon de penser finalement la sanction publique?
Le droit pénal est un droit axé sur l'auteur d'une infraction. Et le but recherché par le droit suisse, c'est la protection de la société en faisant en sorte que l'auteur de cette infraction ne recommence plus. Et c'est ça le but de la peine, c'est ça le but fixé au code pénal. Donc, dans cette optique de protection de la société, en empêchant, c'est l'idéal, hein, c'est le but, en faisant en sorte que celui qui a commis une infraction une fois libre n'en commettra plus, on protège effectivement la société. Et la victime, elle doit être prise en charge autrement. Alors là où on a un bug, c'est au tout début quand la victime se manifeste, surtout quand il s'agit d'actes d'abus contre l'intégrité sexuelle. Parce que l'intégrité corporelle, quand on a le nez qui saigne, c'est très facile de dire « m'a pété le nez ». C'est aucun problème. De dire qu'on a été victime d'un viol, je comprends tout à fait qu'on ne puisse pas le dire. Bref, et là, ce à quoi moi j'aspirerais, c'est qu'il y ait des formations de police, des unités de prise en charge de ces victimes d'un type spécifique par des personnes spécifiquement formées. Et là, on partirait bien. Pourquoi? Parce que la victime se sentirait en confiance et elle viendrait. Alors, primo, il faut faire de la prévention massive pour faire diminuer toutes les infractions contre l'intégrité sexuelle. Et après, il faut prendre en charge les victimes par des infrastructures formées à l'accueil, à l'écoute de ces personnes. Voilà. Mais le droit pénal et les victimes, évidemment qu'elles sont ensemble au moment de l'infraction, mais c'est assez malsain de les traiter en même temps. Et le but n'est pas le même. Chez la victime, on va soigner la blessure. Et il faut le faire parce que ce qu'on veut, bien sûr que la seule chose qui compte dans tout ça, c'est la victime. Mais il ne faut pas qu'il en fasse d'autres. Et comment tu comprends, avec toute ton expérience, et de journaliste, et de chercheuse, et puis également ensuite d'enseignante, l'exemplarité? Est-ce que franchement, ces sanctions, ils ont des effets de causalité sur peut-être une diminution des infractions par leur exemple? Mais le droit pénal ne fait pas des exemples. Le droit pénal doit calculer la culpabilité de l'auteur pour l'acte qu'il a commis et transformer cette culpabilité en peine. Alors, à notre niveau, quand on est honnête et qu'on dépasse le temps de stationnement autorisé avec notre voiture et qu'on a une amende de 40 francs, on l'accepte. Mais on l'accepte, on la paye, on n'est pas content, voilà. Mais on fait gaffe. Après, on contrôle bien son disque, on n'ose plus parquer sa voiture, enfin, ça fonctionne. Ça fonctionne, on ne récidive pas. Quand on est honnête, on a été remis à l'ordre, puis on essaye de faire tout juste. Ensuite, quand on est honnête, on adhère aux règles, hein? On ne passe pas au feu rouge parce que c'est aussi dans notre intérêt de ne pas brûler un feu rouge. Après, il y a des personnes qui commettent des infractions beaucoup plus graves, qui tuent par négligence. Des automobilistes. Des automobilistes, il y a des gens qui n'ont aucune volonté criminelle et qui ont tué. Eh bien, on peut, quand ces gens-là prononcer n'importe quelle peine, quelque part, elle ne sert à rien. Ils sont déjà profondément atteints, leur vie est profondément atteinte, ils ont tué, ils y pensent tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc, il y a ces gens-là. Ensuite, il y a des personnes qui ont une volonté criminelle, qui ont tué cette personne-là dans cette circonstance-là, qui payent leurs dettes et qui ne recommenceront pas. Et puis ensuite, bien, il y a tous ceux qui, pour des raisons multiples, par exemple, ils crèvent de faim chez eux, donc ils viennent commettre des séries de cambriolages ici, puis ceux qui font du trafic de drogue et qui pensent que c'est pas grave alors que c'est très très grave, ceux qui ont un passé
de torture, d'abus sexuels, de parents qui ont été tout sauf aimants, qui n'ont aucune structure. On va les récupérer comment? Je ne peux pas donner une seule réponse. Moi, ce que je peux donner comme réponse, c'est celle-là. Parce que c'est ce livre que j'ai pas, si jamais vous voulez me l'offrir. Parce que ce à quoi il a pensé, Karl Stoss, c'est révolutionnaire, c'est une idée toute simple et avant lui, personne n'y avait pensé. Le droit pénal était un droit des peines. Quand quelqu'un commettait une infraction, on disait qu'il avait le choix de faire le bien ou le mal. Il a choisi le mal, il est responsable, on le punit. Et on avait un problème avec ce qu'on appelait les fous, les aliénés. On sentait bien qu'ils ne captaient pas ce qu'ils faisaient. Et on ne les punissait pas. On les relâchait. Et ils étaient très dangereux. Les personnes qui sont délinquants en raison d'un trouble mental sont des personnes qui sont inarrêtables, donc très dangereuses. Et quand le droit pénal était cantonal, et Stoss a été mandaté par le Conseil fédéral pour rédiger le code pénal qu'on a maintenant en Suisse, qui s'applique à tout le pays. Il s'est dit, ok, je vais réfléchir au truc, merci beaucoup, j'accepte. Et il s'est dit, je fixe un but au code que je vais écrire. Et ce but, c'est la lutte efficace contre la criminalité. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il recommence, éviter la récidive. Et à son époque, il y avait deux grandes écoles de criminologie, enfin de pensée pénale. Ceux dont je viens de parler, les positivistes, pas les positivistes, les classiques, qui disaient un homme qui commet une infraction, il avait le choix, il a choisi le mal, il est responsable, on le punit. Et les Italiens, les positivistes, qui postulaient le gène du criminel, le criminel né. On ne choisit pas d'être criminel. On est comme ça. On ne peut rien, c'est notre nature. Donc lui, on ne peut pas le punir, ce n'est pas de sa faute. Et les Italiens positivistes disaient, pour ce genre de personnes, on choisit des mesures, on prononce des mesures. On va essayer de les soigner, et puis en attendant, on les neutralise, et puis si on ne peut pas les soigner, on les neutralise toute la vie. C'était impossible d'être des deux écoles. Hein? C'est un petit peu comme en foot, on ne peut pas aimer Servette ou le FC Sion, c'est ou l'un ou l'autre. Sauf si on a un juriste bernois. Stoss a dit, moi je ne choisis pas. Je prends Servette et Sion. Il a dit, je ne choisis pas. Je prends les peines et les mesures et je les mets dans un projet de code pénal. Et pour la première fois au monde, un juge pénal avait dans ses mains la possibilité de prononcer des peines contre les personnes qui étaient responsables au moment de l'infraction et de prononcer des mesures contre les personnes qui commettent des infractions. Par exemple, un toxicomane. Un toxicomane qui commet des infractions en lien avec la drogue, ça ne va pas servir à grand-chose de le mettre en prison. Il faut le soigner de sa toxicomanie. Voilà ce que Stoss a inventé. Et comment on trie les uns et les autres? L'étalon-mesure, c'est la capacité pénale. Et ça, si vous voulez savoir ce que c'est, vous lisez ma thèse. Est-ce qu'on n'a pas exagéré de temps en temps à travers les expertises psychiatriques sur l'application de l'article 59? L'article 59, il faut expliquer aux gens qu'après avoir purgé sa peine, on considère que l'état psychique de la personne est tel qu'elle est encore dangereuse et qu'elle devrait être soignée à l'intérieur d'un établissement spécialisé, qui d'ailleurs en Valais, les places sont tellement insuffisantes que... Alors il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Mais ce que je veux dire, parlons pas de ça pour le moment, mais simplement sur le principe. Parce que finalement, j'ai été confronté à plusieurs situations où la peine était sans commune mesure avec la durée de la détention dans un établissement de gens qui sortent, et on n'est pas vraiment certain, là franchement, on est même plutôt certain du contraire, qu'ils aient été d'une quelconque manière soignés, ce qui était le but de l'article 59 actuel. Alors, il y a un premier problème, une partie non négligeable du système des décisions judiciaires échappe complètement à la justice. Parce que... Tu expliques brièvement de quoi il s'agit là, juste pour... les psychiatres. Voilà. Quand quelqu'un a un problème psychiatrique, c'est en tout cas pas un juriste qui va pouvoir... Un juriste n'est pas un médecin.
c'est un médecin qui s'occupe des pathologies médicales. Et là, donc, c'est le psychiatre qui va devoir s'occuper d'un patient qui commet des infractions en lien avec ses troubles mentaux. Et après, le psychiatre, eh bien, il rend ses conclusions au juge. Et après, c'est le juge qui doit prononcer ou pas. Alors, cet article 59, alinéa 3 du Code pénal, c'est quoi? Eh bien, c'est le prononcé d'une mesure. Vous vous souvenez, Stoss, la peine de durée limitée pour celui qui est responsable, et la mesure de durée indéterminée. Indéterminée. Indéterminée, tellement indéterminée que ça se prolonge des fois au-delà du raisonnable. Les oubliettes, on a réinventé les oubliettes. Eh bien, les mesures sont de durée indéterminée. Ça, c'est des mesures privées d'oubliettes. Il y a les mesures aujourd'hui publiques d'oubliettes. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que ces personnes qui commettent des infractions en lien avec des troubles psychiatriques souffrent de graves troubles psychiatriques. Ce qui en fait des personnes souvent potentiellement très dangereuses, mais très malades. Et on doit les soigner, elles sont condamnées à une mesure. Et c'est là que ça bug. Parce que comme on n'a pas les établissements, on n'a que Rabilis, mais Genève, ils sont saturés. Et puis en Valais, pour les établissements fermés, on n'en a pas. Donc ces personnes, une fois condamnées à une mesure, restent enfermées dans des établissements de détention préventive. Ce qui est contraire aux mesures stossiennes. Bon, ça c'est un autre problème. Et qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, à partir d'un certain moment. Voilà. Donc, mais, le Valais risque de sortir un truc révolutionnaire. Mais bon, je ne suis plus au Grand Conseil pour le suivre. Donc, si ça se trouve, plouf, dans l'eau, ça disparaîtra. Mais ils ont bossé l'équipe à Frédéric Favre. Récemment, ça c'est la question d'actualité que je te réserve, très récemment, elle est purement valaisanne. On a vu la nouvelle procureure générale, Madame Béatrice Pillou, expliquer une augmentation de 38% des cas, avec 13 000 cas pendant, etc. Une sorte d'embouteillage total des procédures qui font que finalement, il y a un trop-plein, on va dire ça comme ça. Il y a un trop-plein de quoi? D'affaires pénales? D'affaires pénales. Je ne parle que de procédures pénales. Hein, c'est il y a 2-3 jours. Est-ce que finalement, il n'y a pas un certain type d'infraction qui, justement, pour reprendre la position de Geoffroy de la Gasconnerie, devrait être exclu du code pénal ou traité de manière différente sans que ça passe par des ordonnances pénales, par exemple, ça pourrait passer par de simples amendes administratives, etc. Enfin, un autre modus pour faire en sorte que les affaires qui le méritent, dans le sens que tu as indiqué tout à l'heure, puissent être instruites. Non, mais attention! Mais attention, non! Et non, et non, et non. Pourquoi? L'être humain, hein, là je parle de la création du monde, le Big Bang et tout, il a tous les droits. Et il a notamment le droit de faire justice. Et ça a été le cas. Il y a eu le droit de vengeance, et puis un jour, vu que tout le monde tuait tout le monde, avec tout ce sang et toutes ces personnes qui mouraient, l'être humain a cédé son droit de justice à l'État qui doit l'exercer à sa place. Alors, si l'État n'exerce pas mon droit de justice, parce que pour moi, n'importe quelle petite affaire qui me concerne, c'est une très grosse affaire, parce que c'est mon affaire. Le conflit que j'ai avec mon voisin qui m'a insulté, c'est une très grosse affaire. Donc l'État... Mais l'absence de célérité, qui est à mon avis le cancer de la justice, et qui est né justement de ce tremplin, fait que ce principe avec lequel on peut adhérer, que tu as essayé d'expliquer, il n'est plus mis en pratique. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est du blabla. Alors c'est très grave. Si la justice, si l'État ne rend plus le droit, ça réveille naturellement chez l'être humain ce sentiment de vengeance et il passe à l'acte à ce moment-là. Il faut que... Donc il faut des ressources supplémentaires? Il faut que ça fonctionne. Il n'y a pas le choix.
il faut que ça fonctionne, mais ça, c'est pas moi, c'est en tout cas plus moi, qui peut résoudre ce problème. Il y a le législateur, il y a le Grand Conseil, il y a l'État, enfin, il y a des juges, hein, les juges, les malheureux, il y en a beaucoup qui sont là, puis qui crient en disant « mais je l'ai, mais où ?» Voilà. Il y a des policiers qui n'arrêtent plus certains dealers parce qu'ils savent que ça va servir à rien du tout. Mais ça va pas. Ça va pas du tout. Dans un état de droit, eh ben, il faut que l'État fonctionne. Quand l'État dysfonctionne, à un moment donné ou un autre, ça fait boum. Alors, question boum, on va terminer par ce livre qu'elle m'a offert, elle m'a apporté ce livre. C'est un livre, J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian, très connu. Je ne sais pas si tu veux raconter l'anecdote personnelle qui t'a saisi pour penser ce livre très souvent dans les librairies et de l'offrir ici ou là. Je ne sais pas s'il faut le conseiller à tout le monde. Moi, c'est un des livres qui m'a vraiment marqué, j'ai envie de dire au bide, avec par exemple Incendie de Wajdi Mouawad ou bien Le portrait de Dorian Gray, des livres qui vous laissent dans un état vraiment de trouble incroyable. Et Boris Vian, l'auteur du Déserteur et de tout ce qu'on connaît de ses livres, mais ça, c'est un livre incroyable. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot pour terminer cet entretien sur ce livre très singulier. Je devais être préado, j'ignore pour quelle raison j'ai entendu parler de ce livre. J'aimais bien Boris Vian. Et quand j'ai dit à mon père que je voulais lire J'irai cracher sur vos tombes, évidemment j'avais besoin d'argent pour acheter le livre, mon père m'a dit « je te l'interdis ». Et c'est très exactement le genre de propos qui font que j'ai envie de faire plus que ça. Je crois qu'il a été mis à l'index. Hein. Ça devient certainement... Ouais, il a été mis à l'index. En tout cas par mon père, il a été mis par l'index et il va être mis à l'index. Voilà, il est ici à l'index une nouvelle fois. Voilà. Mais j'avais pas d'argent pour me le payer, donc j'ai dû attendre d'avoir de l'argent pour lire ce livre que j'ai lu parce qu'il m'a été interdit. Et j'ai pas compris tout de suite pourquoi j'avais pas le droit de le lire, parce qu'il est quand même assez cru. Et quand mais c'est pas le caractère cru du livre que je garde en mémoire. C'est l'état dans lequel... Ouais. Mais quand on commence, on se dit c'est quoi, et puis pourquoi on m'a interdit la lecture de ce... Mais quand on arrive à la fin, ça on comprend. On est révolté. On est dans un autre état. Ouais, ça, c'est un livre qui change notre état intime. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je ne l'ai pas présenté dans mes 3 ouvrages? Parce que c'est un livre trop dur, trop violent, émotionnellement beaucoup trop violent pour le conseiller comme ça dans 3 ouvrages. Mais j'ai ici à côté de moi le rebelle absolu auquel je me suis dit, s'il y en a un qui mérite ce livre, c'est toi. C'est pour ça que je te l'ai offert. Pour moi, c'était mon livre. Patricia, je termine toujours en disant merci pour ce moment et un grand merci. Merci à toi Stéphane, merci beaucoup.